Alors, il y a beaucoup de réactions à ce qu'il dit. Il parle tous les jours, il parle énormément. Il a ce vote de confiance là qui arrive le 8 septembre prochain. On va juste écouter d'abord Jordan Bardella qui dit que c'est un suicide politique. Est-ce que François Bayrou décide de se suicider ou au contraire mise sur l'avenir? On écoute le patron du RN. C'est un suicide politique. Mais à partir du moment où il fait un refus d'obstacle, il acte qu'il est non seulement impuissant, mais qu'il n'est pas prêt à prendre les décisions courageuses pour rétablir l'équilibre des comptes publics, pour remettre le pays et les entreprises sur le chemin de la croissance et sur le chemin de la production, et pour répondre aujourd'hui aux attentes qui sont énormes dans le pays, tant sur la question du pouvoir d'achat que sur la question de l'insécurité, qui est aussi un frein supplémentaire à l'attractivité touristique du pays. Est-ce que vous partagez cet avis, Camille Pascal? D'abord, François Bayrou est trop profondément catholique pour que le mot de suicide puisse lui être appliqué. Donc, je ne crois pas au suicide du tout. Je ne crois pas au baroud d'honneur du tout. Je pense que les commentaires médiatiques et politiques sont un peu rapides. J'ai dit sur une autre antenne qu'il ne fallait pas vendre la peau du Bayrou avant de l'avoir tué. Et je maintiens cette position. Je suis peut-être le seul. Je connais bien François Bayrou. Vous l'avez dit sur ce plateau, et Catherine a parlé de la deuxième gifle de la vie politique de François Bayrou. François Bayrou s'est imposé. Il s'est imposé après avoir été éclipsé en 2017. Je rappelle qu'il a fait un aller-retour, qu'il aurait pu être Premier ministre et qu'il a fait un simple aller-retour à la chancellerie. Donc il voulait cette fonction, il voulait l'exercer et je ne pense pas qu'il soit prêt à... Je ne parle pas en son nom, c'est pas parce que je le connais. Pas du tout. Voilà, je ne suis pas membre de son cabinet, je ne suis pas un visiteur du soir, je ne prends pas... On l'a accusé de prendre des apéros à Matignon, je ne suis jamais allé à Matignon, quand même une maison que je connais bien. Donc vraiment que les choses soient claires, mais je ne crois pas. Alors donc c'est une manœuvre, Camille Pascal, de François Bayrou? D'abord, je remarque que le Parti socialiste reste quand même relativement silencieux, que François Hollande a fait des déclarations, que Glucksmann a fait des déclarations. Je pense que François Bayrou tente d'obtenir l'abstention de certains groupes. Parce qu'évidemment, vous savez que nous sommes dans une comptabilité à ce moment-là des voix qui est uniquement les voix pour, les voix contre. Donc, je pense qu'il négocie à sa façon. Mais n'oubliez pas que cet homme a vendu des chevaux et du bétail sur le marché à Bordère et à Pau. Je crois vraiment qu'on oublie qui il est, d'où il vient. Son père est quasiment mort sur un tracteur. Ce n'est pas un Parisien. Il a toujours été très, méfiant à l'égard des élites parisiennes. Et les élites parisiennes le lui rendent assez bien, d'ailleurs. C'est un... Je ne voudrais pas que ce soit péjoratif, mais c'est un maquignon. C'est-à-dire qu'il peut rester... Moi, je l'ai vu à l'époque négocier avec les syndicats étudiants, alors qu'il était dos au mur. Dos au mur. On a donné Bayrou mort, souviens-toi, au lendemain des manifestations suscitées par l'amendement de la loi Fallou. On était en 94. Il est là 40 ans plus tard, 30 ans plus tard. Donc, voilà, après, peut-être que le 8, voilà. Avec une traversée du désert. Oui. Mais quand même, ça reste un acteur de la vie politique, comme il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'étonnant dans votre raisonnement. Éric Nolot. Quand on renverse les perspectives, quel serait l'intérêt du Parti socialiste de sauver... la mise de ne pas avoir de législative. Non, de ne pas avoir de législative. Voilà. Le Parti socialiste n'est pas en état d'affronter des élections législatives. Pourquoi? Parce qu'il sera dans la main de Mélenchon. Et qu'il risque... Parce que s'il y a des législatives, qu'est-ce qui se passe? C'est l'écrasement de ce fameux bloc central dont on nous parle. Ça sera l'écrasement, et je vous assure, un écrasement spectaculaire. Donc, et que le PS disparaîtra. Alors déjà, il a disparu aux élections présidentielles, s'il disparaît aux élections législatives. Vous savez, un vote dans 2 ans, tout ça sera oublié. Mais s'ils étaient appelés dans le cadre d'une élection législative, ils disparaissent. Donc, ils vont être prudents. Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Donc moi, je dis, je regarde ça avec ma petite approche de la vie politique française, mais et en historien. Sincèrement, pardon de vous répondre aussi franchement, je pense qu'ils n'ont
ils n'ont pas l'intérêt de sauver François Bayrou, ils ont intérêt à se sauver eux. Catherine Ney, vous êtes d'accord avec cette analyse qu'on entend assez peu ce qui est assez intéressant François Bayrou, dans son sens, c'est que d'abord, le président de la République a dit « mais là, maintenant, la dissolution, j'ai donné, et c'est fini ». Et puis, il s'est repris. Parce que quand on a ce pouvoir, qui est quand même le pouvoir nucléaire, sur la vie des autres, et qu'on dit qu'on ne s'en servira pas, eh bien, ça... Catherine, eh bien, là, si on regarde... Oui, eh bien, ça veut dire que... Il sait que certains députés n'ont pas du tout envie d'une nouvelle dissolution. Et ce que vous dites... Si vous me le permettez, Catherine, tout est une histoire, c'est comme partout pour moi. C'est ma déformation. Tout est affaire de chronologie. Oui. Darmanin fait une déclaration en disant Darmanin, qui est improbable, qui est Premier ministrable, fait une déclaration, on connaît sa proximité avec Emmanuel Macron depuis 2017. Et il dit cette chose, il dit le président de la République n'est pas pour une dissolution, mais pourquoi s'interdirait-il cet outil constitutionnel? Et à partir de là, vous avez les déclarations de Glucksmann, vous avez les déclarations d'Hollande. Enfin, je ne suis pas journaliste politique, je n'ai pas cette acuité, mais quand même, moi je regarde des faits, je regarde ce qui se passe depuis quelques jours. François Bayrou n'est pas sauvé, ça peut se jouer à quelques voix. Mais il n'est pas perdu complètement pour vous. On va écouter ce qu'il a dit encore aujourd'hui, parce qu'il tente de marteler ce message, dire c'est où le chaos, où vous prenez vos responsabilités, c'est ce qu'il dit aux partis politiques. Écoutons le Premier ministre. La décision que j'ai prise est d'engager la responsabilité du gouvernement pour que nous soyons assurés que nous partageons le constat de la situation de notre pays, de sa gravité et de son urgence. Cette décision est une réponse à l'ère des mises en accusation, des injures, des blocages, dont notre pays, pas plus aujourd'hui qu'à aucune autre époque de son existence, ne se relèverait. Le gouvernement, quel qu'il soit et de quelque orientation qu'il soit, s'il n'est pas défenseur de l'unité nationale, de la cohésion et de la compréhension mutuelle, trahit sa mission. Guillaume Perrault, pas un jour sans un discours de François Bayrou, ça va durer jusqu'au 8, il va tout tenter, parce que c'est quelqu'un qui a une ténacité absolue, il va tout tenter pour renverser la machine, alors qu'on l'a donné, tout le monde l'a donné absolument perdant. Pour l'avoir un peu fréquenté, beaucoup moins que Camille Pascal, j'ai quand même pu observer l'orgueil de cet homme et l'idée qu'il avait de lui-même et qu'il a maintenu en vie politiquement. Dans les mauvais jours, Chirac a essayé de le mettre au pas en créant l'UMP en 2002. Il n'a pas réussi. Sarkozy a essayé de l'écraser en 2007. Il n'a pas réussi. C'est aussi pour ça qu'il est allé au conseil municipal de Pau, tout simplement, quand il a été élu. C'est parce que, malgré sous l'étonnement, malgré les colibets, c'est parce que sa base compte avant tout pour lui. Cela dit, je voudrais quand même vous objecter, Camille et Pascal, qu'il me semble que le PS a doublé son nombre de sièges dans cette législature par rapport à la précédente. Donc, grâce à l'accord. Oui, grâce à l'accord. Ça change tout. Il me paraît évident qu'ils iraient à Canossa une fois de plus et qu'ils auraient... Alors, c'est une mort différée. C'est une mort différée. Mais on parle beaucoup de politique, là, Camille Pascal. Le fond, c'est quand même la situation de la France. Ouais. C'est quand même l'endettement. C'est ce que propose François Bayrou. On ne parle même plus de ce qu'il propose. La suppression de quelques jours fériés, de serrer un petit peu les dépenses de l'État. Est-ce qu'il va dans le bon... Est-ce qu'il n'a pas tort, finalement, sur le fond? Moi, je suis quand même son parcours depuis longtemps. Notre amitié, si j'ose dire, a eu des hauts et des bas. Bon... Mais je sais ce que je lui dois. Donc, c'est vrai qu'il parle de la dette depuis longtemps. Oui, ça fait. Voilà, mais qu'est-ce qu'il a fait pour l'alléger? Oui, mais enfin, il n'a pas été aux responsabilités. Sous Nicolas Sarkozy, il n'a pas voté pour la suppression d'un fonctionnaire sur deux. De la maladie, mais il n'a pas trouvé il a été 3 fois candidat au présidentiel sur ce thème. Il n'a pas été élu. Il est Premier ministre depuis 8 mois. Il a été ministre de l'Éducation nationale pendant 4 ans, de 1993 à 1997. Ça fait quand même 40 ans de vie politique. Voilà. Oui, mais est-ce que ça lui donne un accès? Écoutez, mademoiselle, est-ce que ça lui donne un accès? Je crois qu'on est très dur avec lui. Je ne veux pas être son avocat parce que je suis son ami et c'est très bien que les téléspectateurs qui nous écoutent et les auditeurs d'Europe sachent quels sont nos liens. Je trouve qu'on est... Écoutez, voilà des mois que la presse, certains partis politiques ont fait du 49.3 le diable.
Dieu sait qu'on a reproché, le 49.3, c'est encore une fois un instrument constitutionnel. Il se refuse à l'utiliser. Il pourrait, puisque vous savez que sur la loi de finances, il peut. Bon. Et ça passerait, tous les gens, ça passerait. Il y aurait peut-être du monde dans la rue, mais ça passerait. Et il serait toujours en place. Il décide donc d'utiliser le 49.1, où il donne la parole à la représentation nationale. Et là, tout le monde dit, oh là là, mais quelle erreur, quel suicide. On est un drôle de pays quand même, non ? Ou alors on est devenu un pays qui ne sait plus réfléchir, ou qui a oublié ce que sont les institutions. Mais là, on a quand même un Premier ministre qui prend un risque, celui de mettre une fin à sa carrière politique, parce que la candidature, pour le coup, à la présidentielle, je n'y crois pas une seconde. Donc, c'est personnel. Hein. Mais voilà, donc, on lui reproche. Il essaie de s'en sortir dans une situation... nous sommes... Je comprends que les Français soient un peu déroutés, moi, parce que, écoutez, il y a 5 ans, Covid, etc., on nous explique une chose. Écoutez, il y a un truc qui est formidable, c'est l'argent gratuit. Mais on s'embête avec la dette, mais tout ça, c'est vraiment... Il faut être un vieux con, je ne le mets pas au féminin, hein, il faut vraiment être un vieux con pour penser qu'on va rembourser une dette de 3 000 milliards, l'argent est gratuit, les taux sont... très bas. Plus que très bas. Ils étaient au-dessous de zéro. Et puis tout d'un coup, vous savez, c'est comme Madame Bovary et l'usurier de Madame Bovary. Signez des traites, madame, signez, mais non. Et puis un jour, payez. C'est exactement ce qui nous arrive. C'est exactement ce qui nous arrive. Et donc les Français auxquels on a dit « Dormez, braves gens, nous empruntons gratuitement », vont se réveiller un beau matin en disant « Écoutez, c'est plus 60, c'est plus 40 milliards que l'on doit pour payer la dette, c'est 50, c'est 60, c'est 100, et à un moment donné, il va falloir des choix. » Donc, et Madame Bovary s'est suicidée. Voilà. Ça finit par le suicide de Madame Bovary. Voilà. Et oui. Eh ben oui. Allez. Alors on va écouter Bruno Retailleau. Il est lui aussi aux universités d'été du MEDEF. Il dit quelque chose que je partage, qu'on est arrivé au bout d'un système. Et je pense que vraiment le système social, le modèle social français est arrivé au bout. Écoutons ce que dit Bruno Retailleau. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout d'un système. La question qui sera posée le 8 septembre, c'est pas de voter pour ou contre M. Bayrou. Ça n'est pas un référendum. C'est de partager un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut non pas le réparer, le système. Il va falloir changer de pied, évidemment. Mais ça sera pour 2027. Simplement, ce que moi j'observe, c'est qu'on ne peut plus vivre dans un système, et ce sera la rupture, qui est un système social-étatiste. Donc, il faudra impérativement dire la vérité aux Français, sortir des boniments qu'on nous a racontés, et notamment la gauche, depuis des années. 1, travaillez moins, vous vivrez mieux. 2, la dépense publique, c'est ce qui fait la qualité des services publics. Si c'était le cas, on serait à l'avant-garde du bonheur universel. Et 3, la dette, c'est pas un problème. Bruno Retailleau, acclamé évidemment par les patrons réunis du MEDEF, Catherine. Et il parle d'or. Il parle d'or, mais parce que c'est ce que les patrons qui, chaque jour, doivent trouver des marchés, pouvoir emprunter, qui, s'ils empruntent sur leur propre personne et prennent des risques tous les jours. Et ils ont plutôt envie d'entendre ça que les discours de M. Mélenchon, ça c'est sûr. Il parle d'or devant le veau d'or. Oui, mais en même temps, notre modèle social est à bout. Et encore une fois, on demande les efforts aux boomers. Mais quelle expression dommage. Moi, je ne suis pas non plus là pour rattraper toutes les expressions de François Bayrou. Non, mais voilà, il faut aussi être réaliste. Voilà, je peux pas, je suis Camille pas... Pascal, et après on avance. Non, on voit bien que nous arrivons en effet, au fond, on va payer 50 ans on sait très bien qu'à partir de 80 et 83, on a payé le système social, la politique de François Mitterrand, la retraite à 60 ans, puis après la politique de Lionel Jospin, les 35 heures, grâce à l'emprunt. Oui. C'est-à-dire que nous avons vécu comme Madame Bovary. Voilà. Ah oui. Tout ça pour danser. Oui, mais les Français n'y croient pas, en fait. Vous allez vous dire au bord du gouffre, mais les gens n'y croient pas. Et d'ailleurs, l'interview de Mélenchon la dernière fois sur France Inter a été incroyable, parce qu'il dit, en effet, la dette n'est pas un problème. Et en plus, ce sont les étrangers qui la détiennent, sous-entendu, on n'a qu'à ne pas les rembourser. Il a toujours dit, on ne rembourse pas les dettes. Voilà. Il est proche de Lénine. Ah oui. La Russie soviétique ne remboursera pas les dettes du capitalisme. Les emprunts russes. Chez ma grand-mère, j'avais une pièce comme ça avec les emprunts russes sur laquelle on pouvait faire des dessins. Donc,
ça a ruiné la bourgeoisie française. Alors là, Piketty serait content. Ça a dégagé le. Donc, je pense qu'à un moment, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Moi, je suis fasciné par, et notamment chez les jeunes, ce discours qui consiste à dire, bon, d'abord, il faut prendre aux riches, comme si ça n'avait pas été fait. Entre 1917 et 1925, on les a jetés dans des puits de mines et avec des grenades par-dessus en Russie. Je ne crois pas que le résultat était... Donc, la France est quand même étrange parce qu'elle est quand même encore un pays sans culottide. Sans culottide, des sans-culottes. Ah oui, d'accord. Les taxateurs. Et régicide, donc. Taxer les prix. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est là où... En fait, si vous regardez, vous avez deux groupes que l'on dit radicaux, extrêmes, etc. Vous avez un groupe qui veut en finir avec les riches, et vous avez un groupe qui veut en finir avec l'immigration. Et on voit bien que les Français ont choisi. L'autre groupe. Oui. Les sondages sont... Enfin, écoutez, le dernier Odoxa, celui qui est sorti à 17h, 40% des Français souhaitent que, hors législative, souhaitent que Emmanuel Macron appelle à Matignon un membre du RN. 40%. D'accord. Et est-ce que les gens, à Paris, j'aurai un dîner tout à l'heure, est-ce que les gens ont compris ce qui est en train de se passer? Est-ce que les gens ont compris qu'il y a une vague là, comme ça qui monte et qui sera, à mon sens, qui submergera tout? Alors est-ce que ça va se faire avant ou après le mandat d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Mais ça paraît tellement évident. Et là, on est toujours en train de discuter du sexe des anges. Et l'éventuelle nomination de Jordan Bardella, là, dans les prochains jours, n'aurait aucun sens? Non, mais il la refusera, je pense, puisqu'il n'aura pas les moyens de sa politique. Donc, j'en sais rien, moi, je ne suis pas non plus... Non, et puis Marine Le Pen il n'y a pas intérêt, parce que soit il se plante, c'est mauvais pour le RN, soit il réussit, c'est mauvais pour elle. Et puis surtout, là, il aurait les mêmes instruments en main que tous ceux qui se font... Non, il serait censuré, surtout. Il y a une hypothèse qui peut peut-être être un peu étudiée, parce que ça n'a pas été fait et que ce serait bien, me semble-t-il, dans la pensée politique d'Emmanuel Macron, c'est le gouvernement technocratique. Les experts. Voilà. Non, c'est la moins pire des solutions. C'est-à-dire, on en a connu des ministres experts qui politiquement... Que des hommes gris. Et des femmes. Ah, merci. Des femmes tailleurs gris. Elles ne portent même plus de taille rose. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dans le même sondage, l'idée d'un gouvernement avec des personnalités tout à fait inconnues emporte presque une majorité. Ce n'est qu'un sondage, mais ce n'est pas inintéressant. Et donc des gens que vous ne connaissez pas, vous avez un peu de mal à les détester, à manifester 2 jours après ou 3 jours après. Non, mais moi, j'ai proposé ça. Oui, c'est nous a proposé en début de ça, mais jusqu'à la présidentielle, où là on débat sur les problèmes de fond, mais on évite d'essayer de réaliser la quadrature du cercle qui n'arrivera pas de toute manière. Parce Pour moi, sincèrement, c'est la solution politique la plus raisonnable, c'est un ministère technique et qui, pour le coup, n'hésite pas à utiliser le 49.3. Voilà. Parce qu'au moins, de toute façon, on les engueulera, mais comme on ne sait pas qui c'est. Nous sommes d'accord. Voilà. Et peut-être aucun élu. Alors, aucun élu. Et devant un Parlement, lui, entièrement, évidemment. Donc que de la société civile? Non, pas de la société civile. Technique. Des technos. Il me paraîtra... Qui gère les affaires courantes. Oui, mais je pense qu'on ne sait pas du tout dans notre culture politique. L'Italie, je le disais, a eu une certaine expérience de ce genre de situation. S'en est accommodé plutôt bien à plusieurs reprises. La Belgique a eu pas mais dans une assemblée comme la nôtre, je pense qu'elle sera confrontée à une hostilité d'une grande partie de l'Assemblée, même avec les armes constitutionnelles que vous décrivez. Je ne suis pas sûr qu'un tel scénario tiendrait. Moi, je suis pas dans les secrets de l'Élysée. Ça il y a bien longtemps. Voilà, c'est une hypothèse. Je ne savais pas que vous l'aviez évoqué. Pardon, j'arrive. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure. À un moment donné, il va falloir trouver une sortie parce que je ne pense pas que, même s'il l'a évoqué, je ne suis pas certain que le président de la République ait envie de dissoudre. Catherine, Emmanuel Macron est sous pression aujourd'hui. Est-ce que c'est lui qui est en première ligne si François Bayrou saute? Je ne sais pas ce qu'il pense aujourd'hui. Il pensait être tranquille. Il a apporté tout son soutien à son compagnon de route. Dans le fond, le Premier ministre était son bouclier.
Or, tout d'un coup, c'est le bouclier qui disparaît. S'il s'en va, et dans le fond, il ne s'entendait pas bien parce que François Bayrou est quelqu'un qui a un caractère difficile. Et c'est vrai que la famille gaulliste qu'il a connue, Jacques Chirac, et après Nicolas Sarkozy, c'est que c'est quelqu'un qui est un allié difficile, pas du tout un allié même, mais quelqu'un de très malveillant. Donc il a laissé de mauvais souvenirs à toute cette partie-là. Et donc au président aussi. Et là, il était pratique malgré tout, et il pensait que justement, parce que son côté vendeur de chevaux sur les marchés l'amenait à avoir une politique, une approche différente avec les gens. Et justement, parce qu'il avait cette aptitude des marchés, moi je trouve qu'il a assez peu marchandé pendant l'été, et en disant qu'ils étaient en vacances, que ce n'était pas le moment. Et là, il a sorti 2 mesures qui a mis évidemment les Français hors d'eux, et donc les politiques ont suivi. Là, je trouve qu'il a mis quelque part la charrue avant les bœufs. Ce discours était formidable. Son discours lundi. Lundi, c'était formidable. Le constat était bien, il parlait bien, il avait des prompteurs. Il était enfin un professionnel de la politique. Mais là, il a péché par un discours qui a mis tout le mois d'août les Français et les... Contre lui. Est-ce qu'il n'a pas envoyé des ballons d'essai ? Oui, c'est mais une manière de voir mais les ballons ont éclaté. Alors. Ah oui. C'est devenu tellement... Non, mais c'est devenu tellement que... Écoutez, s'il veut avoir, me semble-t-il, c'est une question d'analyse, s'il veut avoir une chance d'obtenir suffisamment d'abstention pour survivre politiquement, il va falloir qu'il lâche les choses. Et donc il va, à mon avis, lâcher ce qui a le plus... Les jours fériés. Oui. Ah oui. D'ailleurs, il a déjà laissé entendre qu'il pourrait lâcher. Et que taxer les hauts revenus. Ça, c'est les deux choses. Avant Guingamp, ils ont l'habitude. Un petit geste pour la gauche. Bon, donc rien n'est fait. Non, je trouve que les commentateurs et les médias... manque de finesse. La politique, c'est un art. Alors, il sous-estime Bayrou, oui. En plus, il met un peu du sien pour ça. Mais il faut le dire. Oui. Voilà, c'est un vrai négociateur. Moi, je vous dis, je l'ai vu. On était jusqu'à 4h du matin. Enfin, j'étais jeune, mais avec l'UNEF-ID. À côté. Oui, mais aujourd'hui, ils sont chez Mélenchon. Ils ont vieilli comme moi. Mais donc, j'ai quand même vu sa capacité. Vous vous souvenez où il a affronté en 95 le grand mouvement étudiant quand c'était le pataquès, quand Juppé, enfin passons. Et donc, et que tout partait à volo. Donc voilà, il a cette capacité. Ensuite, on verra bien. Peut-être que je me trompe, et de toute façon, ce ne sera pas la première. Vous reviendrez le 8. Je vous invite le 8 septembre. J'irai me cacher. Non. Et comment va La Reine du Labyrinthe, votre merveilleux livre sur la vérité, sur l'affaire du collier aux éditions Robert Laffont. Il se vend très bien. Et puis voilà, vous savez, je vais vous dire, c'est terrible. C'est terrible parce que je pense à mes éditeurs, je pense à tous ceux qui sortent un livre. J'aimerais pas être dans la rentrée littéraire en ce moment. Parce que c'est pas le bon moment. Bah non. Ah non. C'est obstrué par l'actualité politique. C'est l'actualité politique va tout... Bon, et puis l'anxiété, l'instabilité. Vous savez, l'édition et le cinéma, ce sont les deux premières... la lecture et le cinéma, les deux premières dépenses sur lesquelles les Français... Et après, il y a la restauration, sur lesquelles les Français rognent quand ils sont paniqués. Donc, je suis assez heureux que mon livre soit sorti il y a 1 an. Eh bien, merci beaucoup à vous tous. Merci Catherine Ney, Guillaume Perrault, Éric Nolot, Sarah Salomon et Camille Pascal.